Bonjour, bienvenue. Merci d'être ici cet après-midi. Les institutions sont-elles capables de s'adapter? C'est la question auquel on va essayer de répondre cet après-midi avec nos intervenants. Les institutions sont de plus en plus remises en question dans leur capacité de régulation, dans leur capacité de représentation, dans la capacité justement à affronter les chocs, Brexit, élection de Donald Trump, crise des partis traditionnels, essor de mouvements populistes, souverainistes. En Italie, un gouvernement qui est formé depuis quelques semaines avec l'alliance de deux forces qu'on pourrait définir anti-système. Le multilatéralisme qui est mis en échec de plus en plus souvent. Le G7 s'est terminé il y a quelques semaines avec, sans un consensus sur les conclusions finales. C'était une première. Vous connaissez l'actualité, je ne vais pas vous dire toute la séquence de crise qu'on a connue dans la dernière période. C'est justement aussi le grand titre de cette édition des rencontres d'Aix. Donc je vais passer à la présentation de nos intervenants. Moi, je suis Anaïs Ginori, correspondante pour le journal italien La Repubblica, et on anime le débat avec André Cartapanis, professeur à Sciences Po et membre du Cercle des économistes. Donc, avec nous aujourd'hui pour le débat, on a à mon extrême droite François Baroin, ancien ministre, président de l'Association des maires de France. Il est lui-même maire de Troyes et a publié récemment une histoire de France par les villes et les villages. Calypso Nicolaïdis, professeure à l'université d'Oxford, elle dirige le groupe de travail de l'université d'Oxford sur le Brexit. Et son dernier livre est consacré à la relation entre la Grèce et l'Allemagne au moment de la crise de la zone euro. Lorenzo Binismaghi, qui est le président de Société Générale. Je cite aussi son dernier livre qui s'intitule, je traduis de l'italien, « La tentation de partir, y a-t-il un futur pour l'Italie en dehors de l'Europe ?» Et à ma droite, donc près de moi, Jean-Marc Janaillac, ancien PDG de Air France. Il avait été nommé en 2016 et après avoir entre autres été à la tête de Transdev et dirigeant de RATP. Donc je vais passer la parole tout d'abord à André Cartapanis qui va nous donner les éléments de ce débat et introduire le tour de table que nous allons faire tout de suite après. Merci. Merci beaucoup, Anaïs. Alors, je suis chargé de brosser un tableau d'ensemble de la thématique qui nous rassemble, à savoir la question de la dynamique des institutions. Alors, je voudrais commencer par une sorte de vérité d'évidence, à savoir que les économies de marché ne se réduisent pas aux ajustements qui s'opèrent sur les marchés. Ces économies se caractérisent aussi par des institutions qui ne se limitent certainement pas au système politique, mais qui recouvrent par exemple les règles de droit, les politiques publiques qui encadrent le jeu de la concurrence, ou encore l'articulation entre les politiques publiques et le jeu des marchés. Et cela prend des formes très différentes qui expliquent d'ailleurs la coexistence de divers types de capitalisme dans le monde occidental comme d'ailleurs de façon plus large. Donc notre objet est de nous interroger sur la dynamique des institutions et donc sur leur place dans les métamorphoses dont nous parlons pendant ces 3 journées. Institutions qui peuvent soit favoriser, soit au contraire inhiber les transformations qui s'opèrent sous divers volets. Avant toute chose, je crois qu'il est important de donner des définitions. Les institutions s'apparentent à un concept très large, avec tout un ensemble de volets. Et en présence de ce type de configuration, les économistes ont l'habitude de proposer des typologies. Et donc je vais essayer de donner 3 exemples de ces typologies pour tenter de bien caractériser ce que nous entendons par institution. Première typologie, celle qui est proposée par Douglas North, qui
qui a obtenu le prix Nobel d'économie en 1993, pour qui les institutions, ce sont toutes les contraintes qui régissent les interactions humaines, et en particulier sur les marchés. Et ce faisant, il distingue les contraintes formelles, celles qui s'écrivent, celles qui s'incarnent, que ce soit les lois, les règlements, les politiques publiques, et puis les contraintes informelles, les normes de comportement, les valeurs, les habitus, qui jouent un rôle important dans l'acceptation du changement, qui peuvent intervenir également dans la légitimité qui va être apportée face à des évolutions. Ces divers types de facteurs peuvent favoriser ou non les décisions de long terme, les transformations, et donc c'est en tout cas un premier exemple de définition qui nous est proposé par North. Deuxième exemple que l'on peut tirer de Daron Acemoglu et James Robinson, qui ont publié il y a une quinzaine d'années un ouvrage important, « Pourquoi les nations échouent ?» et qui considère que la ligne de clivage principale, s'agissant des institutions, se situe entre celles qui favorisent la captation de rente, la concentration du pouvoir, ce qu'ils appellent les institutions extractives, et à l'inverse, les institutions inclusives, celles qui, sous l'angle du partage du pouvoir ou bien du partage des responsabilités, donnent en quelque sorte une impulsion, une dynamique de longue période pour une économie nationale. Il considère en effet que ce sont les institutions inclusives qui assurent durablement une croissance élevée, plutôt que les institutions qui excluent, qu'ils appellent donc les institutions extractives. Troisième exemple, issu de travaux de Roderick et Subramanian, qui propose une typologie entre trois types d'institutions. Les institutions de réglementation des marchés, qui répondent aux externalités qui apparaissent sur ces marchés du travail, des biens par exemple, et qui s'incarnent bien souvent dans des agences, agences de surveillance des banques, agences de surveillance de la concurrence par exemple. Ensuite, les institutions de stabilisation des marchés, c'est la politique macroéconomique. Et enfin, les institutions, et ce point est important, de légitimation des marchés, qui inclut à la fois la protection sociale, les systèmes de retraite, le droit du travail ou la dimension redistribution des richesses. Voilà donc le premier point pour ce qui est de ce que sont ces définitions ou ces typologies. Mais en même temps, il faut noter que les institutions ne sont pas immobiles. Elles se transforment, soit parce qu'elles sont l'objet d'une sorte d'obsolescence endogène, elles se dégradent en quelque sorte, soit parce qu'il y a des chocs. Il y a des chocs exogènes, chocs au niveau des valeurs, chocs au niveau du vieillissement des populations, chocs au niveau des technologies. Et donc certaines résistent, et donc se situent en quelque sorte dans un empêchement aux transformations même des systèmes économiques et sociaux, soit au contraire, elles contribuent à leur évolution. Alors je donne quelques exemples dans le texte, qui est d'ailleurs disponible sur le site des rencontres, sous l'angle des idéologies, des rapports entre le changement technologique et les institutions. Je voudrais ici, dans le temps dont je dispose, de me limiter uniquement à un seul volet, c'est le lien entre les institutions et la globalisation. La concurrence entre les nations ne se réduit pas à une sorte de géographie des coûts comparatifs. C'est aussi une compétition entre des institutions à l'échelle internationale. Quand on évoque par exemple l'optimisation fiscale de la part des multinationales ou bien les optimisations réglementaires auxquelles se livrent les banques, en réalité, on fait implicitement référence à une différenciation des institutions qui président au devenir de telle ou telle économie nationale. Cela concerne par exemple la fiscalité, cela concerne le contrat de travail, cela concerne également les régulations financières qui sont loin d'être de façon homogène appliquées à l'échelle globale. Et donc, l'approfondissement de la globalisation, même si depuis la crise, il y a sans doute une pause qui est intervenue, a pour conséquence d'imposer des mutations sur le plan des institutions, dans la diversité des notions que j'ai rappelées tout à l'heure, sur le plan du droit du travail, sur le plan du droit de la concurrence, du traitement de la propriété intellectuelle. Et
bien souvent, ces adaptations sont présentées comme étant une simple réponse technique à ce que sont ces contraintes ou ces exigences issues de la globalisation, mais en même temps, bien souvent, on peut y voir la domination des institutions de caractère exclusif, et donc un certain recul des institutions inclusives, avec une concentration du pouvoir, une concentration peut-être également des richesses, des inégalités, qui peut, ce faisant, être favorisée par ces changements institutionnels. En tout cas, c'est une question qui doit être envisagée. Dernier point, et je vais conclure ce faisant, si l'on essaie de résumer ce que sont du coup les interrogations que la dynamique des institutions suscite, et en particulier auprès des membres du panel, je dirais qu'on pourrait les résumer autour de 3 grandes interrogations. Premièrement, dans le vaste ensemble que recouvre la notion d'institution, quelles sont celles qui paraissent prioritairement devoir être privilégiées du point de vue de leur changement, du point de vue de leur mouvement, de telle manière que les vents contraires qui peuvent intervenir dans la dynamique de croissance de longue période soient atténués. Et donc c'est le premier volet. Par quoi doit-on commencer? Quelles sont les priorités qu'il faut exprimer? Deuxième question, c'est la question de la méthode, de la mise en œuvre. Doit-on en quelque sorte privilégier, dans une logique qui est de type top-down, des orientations proposées par les élites, de façon un peu large comme expression, ou bien doit-on, d'une autre manière, faire appel avec peut-être une logique de type bottom-up à l'acceptabilité sociale, l'acceptabilité politique de ces changements intervenant sur le marché du travail, sur le marché des biens, ou bien dans la gouvernance internationale. Enfin, troisième question, et je m'arrêterai là-dessus, quelles sont les marges de liberté dont on dispose en France, en Europe, du point de vue de la cohérence institutionnelle, de ces changements qui se profilent, et en particulier, quelle est la marge de liberté dont on peut disposer par rapport à l'ancien modèle anglo-saxon, qui paraît quand même depuis la crise un peu derrière nous, et puis de notre côté, par rapport à ce que l'on pourrait appeler un modèle chinois, qui est en train sans doute de se préfigurer. Voilà en tout cas les questions. Passons maintenant sans doute aux réponses. Merci. Merci André Cartapanis. J'ai oublié, on a un très riche panel et malheureusement je suis très éloignée d'Hendrik Enderlin qui est avec nous et que je présente, professeur à la RT School of Governance et directeur de l'Institut Jacques Delors à Berlin. Donc je propose de démarrer le tour de table avec François Barouin. Après avoir entendu un peu les termes du débat, cette question, les institutions sont-elles capables de s'adapter? Bonjour à tous. Je pense qu'il faut rester dans la question générique. Les institutions sont-elles capables de s'adapter? Je pense qu'on pourrait compléter la question par comment doivent-elles s'adapter, parce que si elles veulent survivre, elles n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Il y a des forces centrifuges qui sont en marche à peu près dans toutes les sociétés développées, occidentales essentiellement, qui sont des forces que l'on appelle populisme, et la nature même du populisme, qu'il soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est quand même de vouloir renverser la table. Donc c'est de mettre à plat des institutions. Une institution traditionnelle dans les pays membres de l'Union européenne, dans les pays fondateurs comme dans le cadre général des pays qui partagent la même monnaie. C'est le début d'une inondation qui devrait ensuite par capillarité gagner l'ensemble de la séquence. Ou c'est peut-être pour célébrer le premier but de la France, puisque Varane a marqué de la tête, au cas où cette information pourrait éventuellement vous intéresser. Donc une grande lâcheté, je dénonce mon voisin éminent professeur et juriste qui a utilisé mon portable avec mon application pour pouvoir lui regarder l'équipe de France et la soutenir comme il se doit. Le malheureux, il est à la plage avec les Italiens depuis une semaine, puisque son équipe a été éliminée, je le rappelle également, pour le plaisir de... C'est du sadisme, ça c'est du sadisme. Alors ça nous éloigne des institutions, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, je reprends le fil de mon idée. La poussée des populismes a pour objectif de faire tomber les institutions. Ces institutions reposent sur un cadre
d'un État qui se veut structuré, que le modèle soit ancien ou qu'il soit d'inspiration anglo-saxonne, comme ça a été très bien dit, ou alors dans un pôle avancé de ce qui pourrait être un modèle à la chinoise, c'est-à-dire ultra centralisé, mais avec des ramifications à tous les niveaux, correspondant avec un seul objectif pour la puissance chinoise, anticiper sur l'évolution démographique, faire une évaluation des politiques publiques des besoins. Les besoins, ils sont au fond de l'ordre de l'être humain, les nourrir, les loger, et puis avoir des niveaux de revenus minima suffisamment importants et élevés pour permettre d'avancer sur un cycle de vie traditionnel, rentrer sur le monde du travail à 25 ans en moyenne, sortir à 62-65, une espérance de vie de 20 ans encore. Donc c'est ce cycle de vie, au fond, qui inspire les Chinois, donc il n'est pas si éloigné que ça, c'est répondre aux besoins de sa population, qui a inspiré les modèles traditionnels. Donc ces institutions, au fond, la question n'est pas tellement de savoir comment elles doivent s'adapter, c'est elles doivent s'adapter dans quel calendrier et au fond avec quel objectif. Le sage Solon, il y a plusieurs siècles, avait déjà répondu à cette question. On lui posait la question, au fond, quelle est la bonne constitution? Et il avait répondu, dites-moi d'abord pour quel peuple, pour quel pays et à quel moment. Vous n'aurez forcément pas la même réponse pour les Chinois, pour les Britanniques en ce moment avec le Brexit, pour les Américains sous la présidente Trump, pour les pays européens sous la présidence Macron, qui incarne au fond d'une certaine manière à la fois le surgissement de la France dans une recomposition politique globale, qui a porté le refus de la France, vécu par les anglo-saxons essentiellement comme étant le refus des populismes. Donc la victoire de Macron, c'est aussi la victoire française contre les populismes, l'acceptation d'une économie totalement ouverte, globalisée, financiarisée. Et on voit bien que les premières questions aujourd'hui qui surgissent dans notre pays, c'est au fond comment on fait sur l'échelle de l'accordé pour répondre à la problématique de l'état d'esprit d'un peuple à un instant T et dans une société particulière. Donc nous n'aurons pas les mêmes réponses en France, nous n'aurons pas les mêmes réponses en Italie, mais nous pouvons peut-être, et ça peut guider le fil conducteur de notre réflexion partagée, sans prendre trop de temps sur ce micro, sur le calendrier et la méthode pour les adapter. Juste un élément de réflexion. Dans les 10 dernières années, il y a une institution qui a su se réformer, sans véritablement qu'on lui demande, mais poussée par les événements, c'est la Banque Centrale Européenne. Je n'oublierai jamais, comme ministre des Finances sortant, qui est rentré dans l'histoire par une porte gigantesque qui était la perte du AAA de la France. On rentre dans l'histoire comme on peut, en tout cas c'est cette porte que l'histoire m'a imposée. Nous avons perdu le AAA. Nous avons bataillé fermement avec les Allemands pour essayer d'obtenir un mouvement de la Banque Centrale Européenne. Nous n'y sommes pas parvenus parce qu'en Allemagne, on apprend la lutte contre la dette et l'inflation comme on apprend la grammaire, la littérature, la géographie et évidemment l'orthographe et les mathématiques. Et donc ce cadre-là nous n'a pas permis d'obtenir un mouvement. L'Italie a été menacée en juillet 2012 et Draghi, homme courageux, s'est levé face à son conseil des gouverneurs et a dit « nous ferons tout ce qu'il faut pour sauver la monnaie unique parce que c'est l'essentiel ». Ils ont changé la politique économique, ils ont donné une nouvelle impulsion et c'est ça qui a créé les conditions, au fond, d'une forme relative de stabilité avec d'autres nuages à l'horizon sur l'abondance de liquidités et tous ces sujets que vous connaissez par cœur. Mais les institutions sont capables de s'adapter, souvent sous le coup de boutoir de bélier qui leur sont imposés, mais avec une rare capacité justement de sauver par un instinct de survie ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le cadre général de ce qui est une idée de progrès partagée par tous. Merci. Je passe la parole à Lorenzo Binismaghi, qui d'ailleurs, on a fait une très bonne transition parce qu'il a siégé au board de la BCE, donc on peut repartir peut-être de cet exemple. Merci. Non, mais vu que François Baroin a parlé de la Banque Centrale Européenne, je vais me contenter de parler des banques privées dont je m'occupe en particulier à la Société Générale. Au fond, les banques ont dans l'ADN l'adaptation. C'est un des métiers les plus anciens du monde, avec la politique peut-être, et avec les professeurs universitaires. Et donc on devrait représenter ici la capacité de s'adapter. Je crois que la nécessité de s'adapter aujourd'hui est encore plus compliquée et encore majeure pour une série de raisons, et je vais les énoncer et en développer une en particulier. Le premier de ces changements qui nécessite une capacité d'adaptation, c'est la globalisation. On en a parlé tout à l'heure. Jusqu'à peut-être il y a 15 ans, 20 ans,
chaque pays avait ses banques, le marché bancaire était essentiellement un marché national. Avec la globalisation des marchés, surtout en Europe, le marché est devenu un marché au moins européen, mais certainement global pour ce qui concerne la banque d'investissement. Et on voit bien dans la compétition, surtout avec les Américains, comment c'est important de s'adapter et de changer pour être compétitif. Et on le voit bien, les banques qui n'y arrivent pas, et là je ne peux pas citer des noms, mais les banques qui n'y arrivent pas, la seule alternative est de réduire la voilure et de devenir de plus en plus petites et de mettre même à risque le système économique dans lequel ils vivent, parce que quand les banques qui sont au centre du système économique ont des problèmes, le système économique entier a des problèmes. Donc c'est, je crois, une priorité, même politique, pour que les banques soient saines et soient compétitives. La deuxième nécessité, le deuxième besoin d'adaptation, c'est évidemment la réglementation, surtout la réglementation qui vient après la grande crise qui a été en partie provoquée par le système bancaire, donc par nous-mêmes. On avait, la pendule avait balancé du côté de la déréglementation de façon excessive, on est repassé à la réglementation et ceci a demandé aux banques une nécessité de s'adapter évidemment très forte et très rapide. Durant une phase de récession d'ailleurs, on a dû revoir tous les paramètres qui n'a pas nécessairement contribué à la reprise économique comme on aurait dû l'être. Troisième élément de changement qui, à mon avis, sur lequel on ne réfléchit pas suffisamment, c'est que nous vivons de plus en plus dans un monde où il y a un excès d'épargne sur l'investissement. Il y a un flux d'épargne qui vient de nos sociétés, mais aussi des pays émergents, ou une insuffisance d'investissement, si on veut. Donc ceux qui gèrent l'épargne, en partie les banques, se voient avec des taux d'intérêt, d'équilibre, qui sont beaucoup plus bas. Donc le modèle de business pour gérer cet excès d'épargne n'est plus le même de celui d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, et encore plus. C'est toujours plus difficile aujourd'hui d'être efficient, d'être rentable dans ce monde totalement nouveau, et naturellement un monde dans lequel les politiques monétaires sont très expansionnistes et donc rendent très difficile le travail des banques. Il y a un autre élément que je citerai, c'est aussi le changement des priorités de politique économique. J'ai en tête en particulier les changements climatiques que vous connaissez bien évidemment, la COP21 et tout ça, mais qui demandent aux banques, qui sont au cœur du financement de l'économie, de changer de modèle économique, de trouver des systèmes de financement nouveaux pour encourager ce changement, ces investissements nécessaires pour contraster le changement climatique. Le dernier point sur lequel je voudrais peut-être développer un peu plus, c'est la technologie. On en a parlé et vous en parlerez dans les prochains jours. Pour une banque, la technologie, c'est un grand défi et la nécessité de s'adapter à la technologie est fondamentale. Et je voudrais identifier 3 ou 4 points pour comprendre comment ce changement est très différent par rapport au changement qu'on a eu dans le passé. En réalité, les banques ont toujours été des drivers de changement technologique. Mais on est devant des défis un peu différents, je crois, par rapport au passé. Le premier, c'est que l'incentif, le driver du changement technologique vient surtout des clients. Avant, c'était le manager bancaire qui avait en tête la réduction des coûts, l'efficacité, l'efficience, l'innovation, donc essayer de produire ou de créer des produits nouveaux pour être plus efficace. Donc si vous pensez aux ATM, enfin même les cartes de crédit, c'est peut-être quelque chose que les clients ont dû s'adapter pour suivre une innovation technologique. Là, on se trouve en face, les banquiers se trouvent en face des clients qui ont en fait une connaissance technologique et des besoins technologiques plus avancés des banquiers eux-mêmes. Donc on se trouve en face, et ce n'est pas seulement un défi qu'ont les banques, hein. Je crois que les médecins, malheureusement, je crois que les médecins aussi, ils se trouvent souvent des patients qui viennent chez eux, ils disent
voilà, j'ai mal ici et j'ai lu Internet et on me dit que c'est la maladie que j'ai. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, ce n'est pas aussi dramatique pour les banques, mais c'est vrai que, surtout les jeunes, ont une capacité, ont des besoins de produits, de services qui sont beaucoup plus avancés par rapport à notre capacité d'imaginer le développement. Donc on a un driver de demande qui est très important. Et ceci me porte au deuxième point, c'est comment est-ce qu'on réussit à l'intérieur des banques à satisfaire cette demande et avoir les personnes qui sont en mesure de comprendre les besoins des clients, en particulier les talents informatiques et technologiques qui sont capables de changer l'infrastructure ou de changer la structure même informatique de la banque pour satisfaire ses besoins. Et c'est un problème, de nouveau, ce n'est pas seulement les banques qui ont des problèmes d'attirer des talents, mais certainement aujourd'hui, travailler pour une banque n'est pas aussi excitant que dans le passé. Premièrement, il n'y a pas suffisamment de personnes qui sortent en termes de formation avec des connaissances technologiques, mais si elles doivent choisir le premier travail, ce n'est pas d'aller travailler pour une banque. C'est d'aller faire les startups, c'est d'aller faire leur propre entreprise ou de travailler pour des fintechs. Donc la banque doit être suffisamment flexible pour travailler avec les fintechs, avec des jeunes talents et les travailler ensemble sans les absorber, disons, leur laissant une liberté d'innover, mais disons, les assimilant et utilisant leur capacité d'innovation pour changer la capacité des banques, comme je disais, d'être efficaces. Un avant-dernier point, c'est qu'en fait, la technologie est aussi un danger. Tout ce qui regarde la cybercriminalité, et que vous connaissez bien, fait en sorte que la banque doit aussi se protéger contre tout ce qui est technologiquement se développe à l'extérieur des banques et essaie de pénétrer le système bancaire pour utiliser les données ou pour toute une série de raisons qui font mal à la banque et qui coûtent très cher. Les défenses contre la cybercriminalité sont très coûteuses. Et le dernier point, je termine sur ça, c'est pour faire tout ça coûte de l'argent et il faut être rentable. Une banque, on est dans un système de marché, les banques doivent gagner de l'argent pour investir dans la technologie, soit pour satisfaire les clients, soit pour lutter contre la cybercriminalité, et ça coûte très cher. On parle, pour ce qui nous concerne, on investit entre 20 et 25% de nos dépenses sont en technologie, en plus ou moins la moyenne du système bancaire. C'est des chiffres énormes. Et pour faire cela, on doit être rentable. Et pour être rentable aujourd'hui dans le système que nous avons, c'est très difficile. Et il y a une question de dimension. Et un peu comme dans les autres métiers, pour faire face à ce genre d'investissement, la dimension devient un élément clé. Et donc, ça veut dire la concentration. Et on voit bien qu'après la crise, si on fait la comparaison avec le système américain, les banques américaines sont devenues de plus en plus grandes, font des profits de plus en plus élevés, ont des capacités d'investir en technologie de plus en plus élevées. En Europe, on reste avec un secteur qui est quand même relativement fragmenté. On a créé l'union bancaire, mais encore, nous restons avec des banques relativement petites par rapport aux concurrentes américaines. Et donc le risque est de n'avoir pas suffisamment de ressources pour investir dans cette technologie. Donc ça, c'est le grand défi. Donc la capacité de s'adapter des banques est là, elle sera là, mais elle va demander dans les prochaines années des capacités très différentes par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé, et une vision peut-être politique aussi différente pour réaliser vraiment cette union bancaire, et cette union, au fond, union bancaire qui doit créer des banques qui sont au service de l'économie réelle, pour aider les entreprises européennes dans la compétition globale. Merci. Merci.
Calypso Nicolaïdis, là aussi on a une transition sur l'Europe et vu d'Oxford où la capacité d'adaptation est sûrement mise à l'épreuve. Absolument, et j'ai de la chance parce que François et Lorenzo ont chacun parlé de leur métier et ont été concrets. Et donc moi comme ça me permet de jouer un peu la prof et de parler de façon peut-être un peu plus abstraite, puisque Jean-Hervé Lorenzi nous a lancé le débat tout à l'heure de façon presque poétique sur cette idée de métamorphose, qui quelque part appelle l'idée de métaphore. Et donc je voulais vous demander, si on peut dans ce panel aussi revenir à qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ces institutions qui doivent s'adapter ou pas. Et là, je voudrais peut-être partager avec vous l'idée que nous sommes dans un moment historique où le grand écart n'a jamais été aussi grand entre nous et nos petits téléphones. Nous sommes des petites monades leibniziennes dans notre petit monde connecté, mais en même temps autosuffisant. Bientôt, on pourra pouvoir produire notre énergie solaire personnelle et individuelle. On est de plus en plus là-dedans, et en même temps, dans une planète de flux tendus et de flux globaux, dont nous n'arrêtons pas de dire que voilà, c'est des problèmes globaux. À quoi servent les institutions? Eh bien, à essayer de connecter ce vide entre cette individualité et ce global. Mais ce n'est pas évident, ce grand écart, et c'est de plus en plus difficile. Pourquoi il est si difficile? Parce qu'après tout, où sont nées les institutions et comment elles sont nées? Une autre métaphore, celle du cerveau social. Après tout, les institutions, depuis le début de l'humanité, c'est une extension de nos cerveaux, n'oublions pas. Car les êtres humains ont vu leur cerveau grandir parce qu'ils devaient coopérer. Et c'est comme ça qu'ils ont créé plein de neurones d'empathie. Mais quand c'est devenu vraiment trop compliqué, au lieu d'un cerveau de plus en plus grand, ils ont créé des institutions. Le problème, c'est que dans l'ADN humain, il y a cette soif de coopération, c'est une question de survie, mais il y a un autre côté, le contrôle, taking back control. Exactement, je suis une pauvre franco-grecque exilée en Grande-Bretagne, et donc je sais ce que ça veut dire, taking back control, mais je sais aussi que ce n'est pas seulement les Britanniques qui le ressentent. Le premier homme de Cro-Magnon, il arrivait dans une clairière et il voulait take control de son petit bout de forêt. J'ai une fille adolescente, je suis sûre que tous ceux d'entre vous dans la salle qui ont des enfants adolescents savent ce que ça veut dire d'avoir la porte de la chambre claquée au nez, I'm taking back control. Donc, voilà, ça c'est l'attention. Et les institutions, elles sont là pour faire la coopération, mais tout en répondant à cet instinct humain du contrôle. Et on est aujourd'hui dans un monde où on pourrait donner les exemples de toutes ces institutions que nous connaissons qui essaient difficilement cet équilibre. Et donc moi je voudrais proposer que dans ce monde de la diversité, ce monde qui est où les modes de coopération sont contestés de bas en haut, contestés par les grandes puissances qui ne veulent plus, comme celle outre-Atlantique, vraiment faire honneur à leur pacte anti-freudien qui voulait dire on va aider le monde à coopérer, c'était ça les États-Unis. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je voulais proposer 3 slogans, 3 pistes pour répondre à cette question, comment les institutions devraient s'adapter, comme François l'a bien dit tout à l'heure. Alors, premier slogan. Donc, face au risque de fragmentation de toutes ces velléités de take back control au nom d'une nation, au nom de l'individu, au nom du groupe, il nous faut assumer dans le monde, et là je vous emmène au niveau vraiment le plus global, il faut nous assumer une polycentricité inclusive. Ah, vaste mot, polycentricité, mais ça veut dire bien, André, qu'on ne devrait pas parler seulement comme North, des institutions qui nous contraignent à faire ce qu'il faut. Mais les institutions, elles sont aussi là pour que nous puissions donner le mieux de nous-mêmes, en tant qu'individus, en tant que pays, en tant que groupe. Et donc c'est ça l'état d'esprit de la polycentricité. Ça veut dire aussi que peut-être différents pays, différentes personnes voient cet équilibre entre coopération et contrôle de façon différente. Et qu'il y a des logiques qui s'affrontent, elles ne sont pas si simples que Trump contre Bruxelles. Il y a la logique de la rivalité économique, politique, géopolitique, dans la géopolitique des différences. Et puis, il y a la logique de « voyons si on est compatible, si on peut travailler ensemble ». On pourrait dire que l'Union européenne, effectivement, est là pour faire triompher la deuxième logique. On est compatible, on essaie de converger, on fait du travail ensemble.
Mais finalement, elle est humaine, trop humaine, notre Europe. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, quand il y a le Brexit, on voit bien qu'il y a bien aussi la logique de rivalité. Hein, on va peut-être leur prendre quelques banques, n'est-ce pas, à ces Anglais. Donc là, il faut se demander si on peut re-rentrer dans une logique de la compatibilité gérée ensemble. Cette microéconomie de la globalisation, qui d'ailleurs intéresse aussi les États-Unis. Et je pense que ça, c'est vrai en Europe. On pourrait reparler de comment vraiment créer un Brexit heureux, un Brexit qui n'est pas un jeu à somme nulle, mais un jeu à somme positive, un Brexit de la compatibilité qui reste, parce que la Grande-Bretagne restera toujours un ancien État membre. Mais au niveau global, tout à l'heure, Jean-Hervé nous parlait du multilatéralisme quand il a introduit les besoins. Eh bien, il s'agit de choisir un équilibre entre deux voies aujourd'hui dans le multilatéralisme qui est bien mis à mal. Comment on le rend polycentrique et inclusif? Eh bien, ou bien, si on fait du régionalisme, du bilatéralisme, des petits accords entre États sur les services, sur ceci, sur les données, eh bien, il faut toujours penser à la manière dont ces accords seront ouverts. Mais il y a toujours des risques d'exclusion. Alors, est-ce qu'il ne faut pas repenser plutôt une deuxième voie dans le multilatéralisme, qui est de dire il faut une flexibilité, un multilatéralisme à géométrie variable, différencié, où peut-être les pays peuvent mieux choisir, et les groupes, quelles sont leurs obligations et leurs droits, les sauvegardes, les pare-feux. On crée un système plus flexible, peut-être plus complexe, mais finalement, si on peut l'expliquer et la vivre bien, il nous faut de la complexité pour gérer le polycentrique. Deuxième slogan et deuxième façon d'essayer de penser cette besoin d'adaptation des institutions, eh bien, c'est de se dire que toutes ces institutions, elles ont un caractère double. Elles reflètent les différences de pouvoir. Qui est le plus puissant au monde? Les États-Unis, ils ont fait Bretton Woods. Mais aussi, elles essayent de les rééquilibrer pour les plus faibles. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas essayer aujourd'hui de se demander s'il n'y a pas une distribution injuste au niveau international des coûts d'ajustement? Chaque institution contient en elle-même un bargain, un accord, un pacte, où les plus puissants ont imposé qui va s'ajuster. Keynes le savait bien, quand on a créé le FMI, il voulait que les créditeurs et les debitors, dont parlait Lorenzo, s'ajustent des deux côtés. Mais non, ce sera seulement ceux qui ont des dettes. Ce sera seulement les pays qui produisent du carbone qui vont s'ajuster plus que nous qui le consommons tous les jours si intensément. Ce sera seulement les pays non nucléaires qui vont s'ajuster, etc. Donc je crois qu'il faut revoir, si on ne veut pas une vraie révolution globale qui mette nos institutions à plat, comme François le disait, il faut revoir le paysage des institutions internationales et se demander comment on peut repenser des accords plus justes, où les coûts d'ajustement seront mieux distribués. Et c'est vrai avant tout sur les questions migratoires. Qui doit s'ajuster? Qui va aider qui à s'ajuster? Est-ce qu'on peut organiser un monde de la migration circulaire, où tout le monde participe à ces questions d'ajustement? Et est-ce qu'on peut utiliser les nouvelles technologies, Lorenzo, le blockchain, pour créer des meilleurs ajustements entre offres et demandes de travail, de mouvement? Il y a un potentiel énorme dans blockchain, même si blockchain peut aussi créer des problèmes climatiques énormes. Et finalement, je finirai par un troisième slogan, qui est de se dire, eh bien, face au retour du politique, dont nous parlons énormément aujourd'hui, le bottom-up, les gens qui disent non, les gens qui disent taking back control, les gens qui disent je veux contrôler mon petit bout de terre où j'existe. Est-ce qu'on peut réinventer une démocratie transnationale qui serait une démocratie de long terme? Parce que la présentation d'André tout à l'heure a très bien démontré que finalement l'enjeu des institutions internationales, ce n'est pas ce qu'elles font là-haut dans leur nuage supranational, c'est la manière dont elles changent les institutions locales, nationales, des villes, etc. Ça peut être un changement vertueux ou vicieux. En Grèce, on a eu l'impression pendant des années que ce n'était pas super d'être changé par Bruxelles. Mais au moins, il faut que ces changements soient démocratiquement acceptés et durables. C'est ça ce qui est important, et André l'a dit tout à fait brillamment tout à l'heure. Et si ça, c'est le cas,
eh bien, il faut se demander quelle est la division du travail. Or, Tocqueville nous l'avait bien dit il y a 200 ans, le problème de la démocratie locale, c'est qu'elle est en fait très court terme. Et on sait aussi que le marché est très court terme. On a plein de court terme dans le monde aujourd'hui. C'est normal, il y a des chocs, il faut faire des choses vite. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer que l'Union européenne en particulier, mais les institutions internationales plus généralement, en fait, pourraient être les gardiennes du long terme? Précisément parce qu'elles ne sont pas très démocratiques, comme en tout cas la démocratie qui est on va élire, on va faire des décisions à court terme. On pourrait imaginer que effectivement, c'est une sorte de nouvelle façon de faire de la démocratie où on a un vrai débat sur le long terme ensemble au niveau européen et national, et que si ce n'est pas gardé par des élections, et François pourra peut-être nous donner son avis, qu'est-ce qui se passe quand à chaque fois on prend des décisions qui seront contrôlées par les électeurs avant même d'avoir leurs résultats? Donc est-ce qu'on peut repenser effectivement l'intégration durable au niveau européen et global, une vraie division du travail où les citoyens s'engagent parce qu'eux aussi finalement ils comprennent que le long terme et le futur de notre planète, ça compte. Merci. Et Jean-Marc Janaillac. Merci, bonjour à toutes et à tous. Après cet exposé très brillant théorique, je vais revenir à des choses bien plus pratiques et articuler ma présentation en 3 points. Premièrement, c'est ma vision en tant que chef d'entreprise depuis plus de 20 ans sur comment je vois les institutions de notre pays et leurs besoins d'évoluer pour répondre aux besoins de développement et de croissance des entreprises. Ensuite, peut-être donner quelques pistes d'idées de comment peut-on réformer, à la fois en prenant l'exemple des entreprises et finir sur ce qui me paraît être le rôle de l'Europe. Alors, sur les besoins des entreprises, alors, je vais parler des besoins, donc, en prenant l'exemple de la France, et donc ne pas parler de tout ce qui va bien, forcément. Et il y a beaucoup de choses qui vont bien. Nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique avec des institutions stables, des infrastructures efficaces, des institutions locales performantes, avec un personnel politique intègre. Et donc, globalement, effectivement, la stabilité de notre pays permet de pouvoir y exercer des activités économiques dans un cadre satisfaisant. Et dès lors qu'on a des activités dans tel ou tel autre pays à l'étranger, on s'aperçoit, je veux dire, la différence. Alors par contre, comme l'a dit en introduction André Kartapanis, je veux dire, le rôle des institutions est très important pour le développement économique et il y a un certain nombre d'exemples vertueux et vicieux qui le montrent. Et en prenant la dénomination qu'il a prise et la classification des différentes institutions, pour un chef d'entreprise, ce qui nécessiterait en premier lieu d'être modifié, qu'il y ait une évolution, ce sont tous ce que vous avez appelé les institutions réglementaires. On vit dans un pays, j'ai dit, d'une administration efficace, mais la contrepartie, c'est qu'elle essaye d'imprimer sa marque un peu sur toutes les activités et qu'on aurait besoin d'un certain nombre de plus grandes libertés. Alors ça va de la création d'entreprises. Quand vous prenez les démarches à faire en France, même si les choses ont évolué par rapport et positivement par rapport à d'autres pays, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. Alors maintenant, il y a beaucoup de start-up, mais on n'est pas encore dans la situation d'autres pays. Je pense en particulier à la Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Un exemple bien connu, c'est le Code du travail, avec la réglementation qui est extrêmement précise et très lourde en matière de règles du travail, qui sont bien sûr utiles pour protéger, dans un très grand nombre de cas, les travailleurs, mais qui vont très loin dans la précision de ce qu'ils imposent aux entreprises.
Alors il y a un point spécifique qui concerne la France, qui est ce qu'on appelle techniquement la surtransposition des règles communautaires. Effectivement, l'Union européenne produit des règles dans beaucoup de domaines, et c'est très rare que lorsque l'administration française doit les transposer, elle n'ajoute pas un certain nombre de règles supplémentaires qui compliquent le travail des entreprises et qui, par ailleurs, créent un déficit de compétitivité par rapport à nos autres concurrents européens. Je l'ai vécu très directement chez Air France, où, quand on compare à KLM, on connaissait bien les deux situations. La DGAC, chaque fois qu'il y avait une transposition de règles européennes, ajoutait des règles, alors qu'il y allait surtout la durée de travail, le nombre de visites médicales et les précisions que devaient comporter les MANEX, qui sont les manuels d'opération des pilotes, et qui chaque fois créaient des difficultés. Un domaine où les institutions ont également sans doute besoin d'évoluer, alors je ne sais pas si François Baroin sera d'accord avec ce que je vais dire, mais c'est l'organisation territoriale, où moi je considère, et je l'ai vécu dans le transport public, que malgré quelques réformes avec je veux dire, une organisation peut-être un peu plus lisible, il y a effectivement un grand nombre de niveaux. Alors vous me direz, c'est un peu partout dans les mêmes pays, mais surtout en France, un peu tous les niveaux se coupent de tout. Alors, si on prend les exemples vertueux, et c'est tout à fait intéressant, on voit des domaines où le rôle de l'État a permis à un secteur de se développer très rapidement et de croître et de s'imposer à l'étranger. C'est le transport public urbain, où la LOTI, la loi d'organisation des transports publics en 1982, qui a ouvert les transports publics des grandes villes en dehors de Paris à la concurrence, et par un système de concurrence régulé par la délégation de services publics, a permis la constitution de groupes français, les trois groupes français que sont Keolis, Transdev et RATP, et ensuite de se développer à l'international et de devenir parmi les leaders mondiaux. Et c'est assez amusant de voir qu'aujourd'hui, dans le transport public, les groupes leaders sont soit français, soit britanniques, à une ou deux exceptions près, et que les décisions qui sont à l'origine de la constitution de ces groupes sont des décisions politiques de transformation d'institutions. Alors c'est là l'élément amusant, fait en France par Charles Fitterman, ministre communiste, et en Grande-Bretagne, par la LOTI, en Grande-Bretagne, par John Major, qui a privatisé British Rail en créant un certain nombre d'entités. Et donc, le fait de le faire en avance a permis ce développement du secteur. Un autre exemple de développement d'un secteur d'activité à partir d'une réforme est celui de la libéralisation des transports d'autocars faite par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, et qui a vraiment fait développer un secteur. Ceci étant, le leader du secteur est allemand. Pourquoi ? Parce que les Allemands avaient ouvert à la concurrence 3 ans après, et que cette entreprise allemande, Flixbus, pour ne pas la nommer, a été capable de créer son activité en Allemagne pour la développer ensuite partout en Europe. Donc là, on voit bien, il y a des exemples tout à fait positifs, mais à condition de s'y prendre assez vite. Et là aussi, la vitesse de transformation et la nécessité de transformation des institutions dans un monde qui évolue est tout à fait importante. Alors si je prends ensuite les institutions que vous avez appelées les institutions de légitimation, c'est-à-dire tout ce qui est le monde social, c'est clair que là-dessus, la France a un déficit de compétitivité énorme, déficit lié essentiellement aux cotisations sociales patronales qui sont plus importantes qu'ailleurs et non plafonnées. Et si je prends très concrètement le cas d'Air France, le différentiel de compétitivité entre Air France et Lufthansa, qui n'est pas dans un pays sous-développé, était de 500 millions d'euros par an. C'est-à-dire que pratiquement, avec des cotisations sociales patronales du niveau de l'Allemagne, Air France avait le même type de rentabilité, un peu moins, mais le même type de rentabilité que Lufthansa. Et ça,
clairement, c'est un des facteurs les plus lourds en termes de compétitivité. Si on prend maintenant les institutions informelles, un des freins qui empêche l'indispensable adaptation, c'est, je crois, chez nous, l'absence criante de culture économique de base parmi l'ensemble de la population, donc parmi les salariés, et je dirais même parmi beaucoup, pas tous, mais beaucoup d'organisations syndicales. Alors, outre le fait de ne pas vouloir voir la réalité en face, bon, ce qui est un positionnement idéologique, il y a aussi, clairement, lorsqu'on discute avec eux, une méconnaissance d'un certain nombre de règles acceptées par tous les économistes. Et il ne s'agit pas de règles idéologiques qui empêchent effectivement le développement économique. Alors, ceci étant, les entreprises ont également besoin de s'adapter. Donc, elles ont besoin de s'adapter. Alors, clairement, la différence entre les institutions publiques et les entreprises, c'est que les entreprises, lorsqu'elles ne s'adaptent pas, meurent. Ce qui n'est pas le cas des institutions publiques. Alors, il peut y avoir le déclin d'un pays, mais il y a des tas d'exemples d'entreprises qui sont mortes, faute de s'adapter. Alors, généralement, les entreprises s'adaptent, alors pas toutes, mais plus ou moins bien, à la concurrence, s'adaptent aux évolutions technologiques. Je crois aujourd'hui qu'elles ont plus de mal qu'avant à s'adapter aux attentes de leurs salariés. Clairement aujourd'hui, et on est face à des salariés qui ont un niveau d'éducation dans les pays développés, qui ont des attentes personnelles, des attentes sociales, des attentes de participation qui sont différentes de celles du passé. Et dans les entreprises, on tâtonne aussi beaucoup pour essayer de trouver les bonnes réponses d'organisation, d'écoute, de participation pour satisfaire ces attentes. Et je pense que les entreprises ont également leur rôle à jouer dans la montée des populismes, qui ne sont pas uniquement des populismes dans le monde politique, mais qui existent aussi dans le milieu des entreprises. Alors ensuite, sur les méthodes à mettre en œuvre pour réformer, j'ai une bonne expérience, ayant vécu des réformes réussies et des réformes ratées, pour en parler. C'est d'ailleurs pas forcément avec les ratés qu'on apprend le moins, comme vous savez. Donc ma profonde conviction est qu'il n'y a pas de vérité et qu'en ce domaine-là, il est absolument indispensable de faire preuve d'un grand pragmatisme. Effectivement, le choix des réformes dépend de l'environnement, du secteur, du calendrier, etc. Mais je crois que le plus important, c'est de donner, je crois que c'est vrai aussi en matière politique, c'est de donner une vision globale et un sens, que ce soit au niveau de l'État ou des entreprises. Les collaborateurs, les citoyens ont besoin aujourd'hui de comprendre les raisons des changements et les objectifs que les responsables se donnent. Et effectivement, il est évident qu'une réforme faite en y associant ceux qui seront soumis entre guillemets à la réforme est plus efficace, même si ça prend plus de temps, mais ce n'est pas toujours possible. Alors, un des points les plus difficiles à gérer dans une entreprise, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans l'État, dans les réformes, et c'est la succession de réformes pour s'adapter à la concurrence, à l'évolution technologique, dont chacune est souvent présentée comme permettant d'atteindre les objectifs de vente, de production ou de résultats. Et cela crée chez les salariés, dont on modifie à chaque fois les conditions de travail, les conditions d'organisation ou de rémunération, lorsque tous les 2-3 ans, on lui dit « non, ça ne suffit pas, il va falloir aller plus loin, continuer », un sentiment de défiance envers soit la parole, soit la compétence des dirigeants, souvent envers les deux, et une forme de désespérance et de rejet, et là aussi, qui nourrit ce populisme dont je parlais. Donc c'est compliqué parce que, et on l'a vu dans les différentes sessions préalables, même pour une entreprise, il est difficile de prévoir l'avenir, et donc il y a cette nécessité de s'adaptation, mais la cohérence, la transparence
même si ce n'est pas toujours un gage de réussite, et j'en sais quelque chose, sont des éléments qui sont clés et qu'il ne faut pas négliger. Dernier point, l'Europe. Pour un chef d'entreprise que j'ai été à la tête d'une entreprise européenne, la première entreprise européenne du transport aérien qui est associée à Air France et KLM, l'Europe est fondamentale. Et fondamentale parce que je pense qu'elle a un profond sens entre ce qu'on disait l'Amérique et l'Asie. Et l'Europe est celle qui permet d'allier à la fois la liberté de l'individu, mais aussi la reconnaissance du rôle des règles collectives. Et il faut que cette Europe soit forte à l'intérieur, mais ça veut dire, et malheureusement on n'y va pas et on n'en prend pas vraiment la route, travaille sur une plus forte harmonisation des règles, en particulier des règles sociales, avec tout ce qui concerne les travailleurs détachés qu'on vivait très clairement et très directement dans le transport et dans l'aérien. Également une plus forte protection contre l'extérieur. Je pense que là-dessus, l'Europe est trop timide. Nous, dans le secteur aérien, on l'a vu par rapport à la concurrence totalement déloyale des compagnies du Golfe, trop peu est fait et ça met beaucoup trop de temps. Et je pense qu'il faut une Europe plus forte et plus unie, mais en même temps plus protectrice vis-à-vis de l'international. Et là aussi, ce sont des réformes institutionnelles à effectuer. Merci. Merci. Donc, on va finir le tour de table ronde. Après, je proposerais qu'on fasse peut-être directement des questions du public. Je donne la parole à Henrik Anderlein. Et on a fini sur l'Europe et peut-être c'est ce qu'on pourra après aborder comme débat. Merci. C'est un plaisir d'être de retour à Aix. Quand j'ai reçu l'invitation de participer à ce panel, j'ai eu 2 réactions. La première, c'était « ils veulent un Allemand », parce que quand on parle de métamorphose du monde et d'institutions, on pense beaucoup à l'Allemagne et à un retour d'un nationalisme allemand ces derniers temps. Ma deuxième réaction, c'était de vérifier que ce n'était pas le moment où l'Allemagne risquait de jouer à un quart de finale. Donc j'ai vérifié tout de suite. C'est pour vous expliquer comment perdre 1 minute précieuse de sa vie. Je voulais juste dire à François Baroin que si je lui ai proposé qu'on regarde ensemble le match en même temps, c'était la vraie amitié franco-allemande, c'est quand on se soutient mutuellement au foot. Vous passerez le message à Jean-Luc Mélenchon si vous le croisez. D'ailleurs, le score, c'est 2-0 pour la France. Voilà. Je voudrais revenir sur quelques points qui ont été faits. Je vais essayer de développer un peu. Pour moi, le premier point que je voudrais faire, c'est que c'est un contresens de penser les institutions comme institutions nationales. C'est quelque chose qui a été dit, mais qui doit être répété et plus approfondi. Tout d'abord, dans le domaine économique, c'est un contresens total de parler d'économie nationale ou de national économie, pour utiliser un mot allemand qui est souvent utilisé. Encore des profs en Allemagne aujourd'hui ont des chaires d'économie nationale dans les universités. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi ça ne fait pas de sens? Parce que ça n'a pas de sens. Parce que l'économie, par définition, se construit par-delà les frontières. Et nous avons trop pris l'habitude d'interpréter les résultats économiques en termes de résultats nationaux. Vous regardez aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis ou ailleurs, la logique ordolibérale par l'État-nation, économiquement, n'a pas de sens. La même chose s'applique à la politique, même si c'est beaucoup plus compliqué en politique. La politique nationale est devenue une espèce de fausse promesse dans le débat populiste qui a été évoqué plusieurs fois. D'un côté, on propose de revenir à une nation qui protège contre les pressions, les dangers de la mondialisation. D'un autre côté, on dit qu'en se retournant vers l'État-nation, on peut faire revivre la démocratie. Les deux promesses sont fausses. Et le Brexit et Trump, mais aussi ce qui se passe en Italie et ce qui aurait pu se passer en France l'année dernière, montrent très clairement que les promesses faites par les populistes d'un retour vers l'État-nation ne pourront jamais donner les résultats promis. La guerre commerciale déclenchée par Trump va punir en premier lieu ses propres électeurs.
le Brexit va punir en premier lieu ceux qui ont voté pour le Brexit. Donc c'est une fausse promesse économique et politique fondamentale qu'on n'arrive pas à mettre suffisamment dans le débat politique. Et du coup, on donne la possibilité à des mouvements populistes de faire ces fausses promesses. Donc, toujours sous ce premier point, je crois qu'il faut arrêter de raisonner en termes d'économie nationale. Il faut lutter contre cette fausse promesse d'un retour vers l'État-nation. Toujours dans ce premier chapitre, un troisième sous-point qui me paraît important, on évoque souvent les institutions supranationales ou internationales. Alors il faut vraiment faire une différenciation entre les institutions qui sont tout simplement des tranches supérieures par rapport à la nation, donc qui agrègent les intérêts nationaux, mais dans le fond ne sont rien d'autre que la continuation de la politique nationale par d'autres moyens, et les structures supranationales qui essayent de passer par une autre voie. Je reviendrai sur l'Union européenne, mais c'est très très clair, et Calypso en a parlé en détail, qu'on va là vers quelque chose qui est très très différent, qui n'est pas tout simplement un gouvernement qui siège à l'ONU et qui prend une décision au nom de la France. Et c'est cette nouvelle structure supranationale qu'il faut trouver. Donc, pour finir avec cette première partie, je crois qu'il faut vraiment se détacher de cette perspective nationale quand on parle d'institutions et s'orienter vers une gouvernance, une structure de gouvernance toute différente. Deuxième partie, que faire? Je crois qu'il faut créer un cadre de gouvernance par-delà l'État-nation, et cela n'est pas simple. Premier point, je crois qu'il faut tenter à résoudre le trilemme de Dani Rodrik. André l'a évoqué tout à l'heure très indirectement. Dani Rodrik nous dit qu'il y a une incompatibilité entre trois phénomènes. L'intégration économique mondiale profonde. Deuxièmement, la continuité de l'État-nation. Et troisièmement, la démocratie. Il dit qu'il faut abandonner l'un de ces trois objectifs-là parce qu'on n'arrive pas à les combiner tous les trois. Donc, intégration économique, deuxièmement, État-nation, troisièmement, démocratie. Dani Rodrik lui-même nous parle de la nécessité de revenir vers cette démocratie nationale et de restructurer le débat économique par un renforcement de l'État-nation. Calypso, tout à l'heure, au moins indirectement, nous parle de la nécessité de créer, aussi dans ses écrits, une démocratie supranationale. Tu parles souvent de démocratie, tu parles de cette structure polycentrique, je vais y revenir. Mais je crois que souvent ce débat est mal posé parce qu'on continue à raisonner en termes d'État-nation pour parler de démocratie. Ce qu'il faut, à mon sens, c'est vraiment faire un détachement complet et penser plus cette structure à millefeuille qui, je sais, en France, n'a pas une très bonne réputation, alors que la France, c'est le pays qui fait les meilleurs millefeuilles, donc je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à faire une structure institutionnelle millefeuille qui est bon goût. Alors pour moi, ce qu'il faut faire, c'est penser cette économie politique à plusieurs étages, et le meilleur exemple est l'Union européenne. Et donc je voudrais évoquer deux exemples pour vous dire que répliquer l'État-nation au niveau européen est un contresens, ça ne marchera pas, mais abandonner cette tranche supérieure de gouvernance ne marche pas non plus. Premier exemple, l'Union économique et monétaire. Il est beaucoup question d'un ministre des finances européen, il est pas mal question d'un budget européen. Toutes ces terminologies répondent toujours à la nécessité de créer au niveau européen ce qu'on a déjà au niveau de l'État-nation. Je crois que ce serait un malentendu. Un ministre européen des finances n'aurait jamais les mêmes prérogatives ou décisions que l'a eu François Baroin ou que l'aurait eu un ministre au niveau national. Il faut un partage de compétences entre ce niveau européen et ce niveau national. Mais ça veut dire qu'il faut aussi se détacher de l'idée qu'on ne peut avoir qu'un seul ministre des Finances, à savoir national ou européen. Les deux sont possibles. D'autres exemples, François Baron a cité la Banque centrale européenne, qui est une banque centrale, certes européenne, mais dans un cadre complètement différent
par rapport au cadre que nous avons connu dans les États-nations avec les banques centrales qui étaient en lien direct avec un gouvernement. Ce policy mix que vous apprenez toujours dans les cours d'économie, aujourd'hui, au niveau européen, il ne marchera pas de la même manière. Donc il faut vraiment se détacher de ces modèles, de ces moules qui ont tendance à trop dominer nos débats. Et sur le niveau européen, je pourrais continuer pendant des heures si ça vous intéresse, avec 13 autres économistes. Nous avons écrit un papier franco-allemand, 7 économistes allemands, 7 économistes français, pour décrire comment une nouvelle manière d'organiser les institutions dans la zone euro pourrait marcher, pour justement tenir compte de cette nécessité de créer un nouveau niveau qui ne soit pas l'identique de ce qu'on a au niveau national, mais qui permettrait à la zone euro de fonctionner. Un mot sur les réfugiés et la migration en Europe, c'est exactement le même débat. Nous avons tendance à penser migration égale contrôle aux frontières, égale statut d'asile dans un pays, point à la ligne. L'Europe, c'est beaucoup plus compliqué, parce que nous savons que les frontières extérieures sont des frontières communes, alors que le statut d'asile politique est toujours national. Comment faire marcher cette construction-là? C'est extrêmement difficile. Se dire qu'on va juste transférer ce qu'on a au niveau national et au niveau européen en disant qu'on a des frontières communes, quand on les a acceptées, les migrants, on les envoie dans les pays, ce n'est pas si simple. Donc là encore, il faut vraiment trouver une solution. En conclusion, 2 remarques. Une remarque sur la recherche ou le travail des économistes et un deuxième sur la politique. Sur les économistes, encore une fois, cette idée de baser l'analyse de tout ce qui se fait en économie au niveau national est fausse. Et l'ordolibéralisme allemand, qui est toujours très très présent, mais aujourd'hui très minoritaire en Allemagne, c'est justement une ancienne manière de voir les choses. La plupart des économistes allemands aujourd'hui voient les choses très très différemment et pensent plus l'Europe et pensent plus l'intégration mondiale et européenne, et ça me paraît très important. Une deuxième remarque en conclusion sur la politique. Je vois aujourd'hui, et on le voit tous, qu'il faut défendre cette société ouverte et qu'il y a de plus en plus dans toutes nos sociétés un changement du spectre politique qui allait de gauche à droite, donc gauche-droite, qui s'oriente de plus en plus vers société ouverte contre société fermée. Nous l'avons vu en France avec Emmanuel Macron qui a été le premier à prendre le contre-pied de ces mouvements néo-nationalistes, et je mets volontairement ensemble l'extrême gauche nationaliste française avec l'extrême droite française, même si sur les valeurs profondes il y a des contradictions fondamentales qu'il ne faut pas oublier, mais sur ces questions-là de comment s'orienter par rapport à l'Europe, ça devient de plus en plus une structure. Et de l'autre côté, en France, on a maintenant avec En Marche et le président de la République une structure qui va dans l'autre sens, mais vous voyez ça aussi dans d'autres pays. Vous voyez ça en Italie, avec l'alliance entre Lega et Cinque Stelle. Vous voyez ça en Grande-Bretagne, où le Brexit, le débat sur le Brexit a divisé en profondeur à la fois les Tories et aussi Labour. Et on l'a vu la semaine dernière en Allemagne, avec un risque d'Angela Merkel de perdre son pouvoir, parce que l'aile droite de son propre parti a préconisé une sortie nationaliste par rapport à la... Il n'y a plus une crise migratoire en Allemagne, mais par rapport à la question des migrants. Et Merkel, avec le soutien du SPD, a réussi à répondre par une sortie plus vers le haut et plus européenne. Donc, c'est ça ce que je voulais vous dire par rapport à ces questions-là. Une fois, j'étais dans un débat avec un ordolibéral allemand qui, à la fin, m'a dit « Monsieur Anderlein, vos points de vue très européens sont très très bien, mais un jour, il me regarde comme ça, un jour, vos enfants vont vous accuser d'avoir transféré l'argent allemand en France. » Et j'ai regardé cet homme avec son costard moutarde et j'ai dit, écoutez monsieur, ma femme est française, mes enfants sont franco-allemands, donc pour eux ça ne fait pas de différence où va l'argent. Merci beaucoup. Donc, je propose d'ouvrir le débat, de prendre... alors, on m'a dit que la tradition voudrait que ce soit un étudiant qui prenne la première question, qui fasse la première question. Une étudiante, très bien.
Attends, attendez, le micro va arriver. Et après, on a eu quand même beaucoup de débats entre vous, donc peut-être je demanderai à François Barouin, qui a été appelé un peu dans les différentes interventions, de répondre aussi. Bonjour, c'est simplement pour savoir où est-ce qu'on peut trouver ce papier franco-allemand dont vous parliez à l'instant. Ça s'appelle Internet, vous tapez tout simplement... Très bien, merci. Non, il est disponible sur le CEPR, the Center of European Economic Policy Research, CEPR Policy Paper 93. Il y a une très belle réplique de Lorenzo Binismaghi d'ailleurs. Oui, donc vous pouvez lire ma critique aussi. Hein. Voilà. Deux pioches en une, oui. comme on dit. Ma question est pour M. Janaillac, qui a évoqué donc la montée des populismes et le rôle des entreprises par rapport à ça. Est-ce que vous pourriez développer à quoi vous pensiez exactement dans la montée des populismes dans l'entreprise? Je crois qu'on assiste au même type de phénomène auquel on assiste dans la société, à savoir le développement de ce qu'on appelle les fake news, le refus de la rationalité au profit de l'émotion, la critique systématique, et je veux dire, pas parfois avec fondement, mais parfois sans fondement, de tout ce qui est considéré comme dirigeant égal élite, égal sortant, etc. etc. Donc il y a les mêmes types de phénomènes, et je pense que là aussi les dirigeants ont un rôle à jouer en termes de, je veux dire, d'exemplarité, d'attitude, de parole. J'ai été frappé, j'ai assisté à 2 débats depuis tout à l'heure sur l'assistance qu'ont mise les économistes à parler du développement des inégalités. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose qui doit être pensé par les responsables d'entreprise avec une forme de retenue sur ces thèmes-là, parce que je pense qu'autrement, effectivement, ça nourrit ce populisme qui s'étend à d'autres cercles que ceux de l'entreprise. Donc je dirais transparence, honnêteté et ne pas creuser au-delà de ce qui est, je veux dire, logique, tant qu'il y a une logique, cette inégalité de revenus. Je propose qu'on prenne une ou deux questions, qu'on réponde brièvement, et je donnerai aussi la parole à François Barouin, qui avait commencé un peu la session et qui... on va prendre une ou deux questions ensemble. Voilà, comme ça, après, on aura plus, parce qu'on y reste 10 minutes, on doit... Allez-y. Ma question est pour M. Underline. L'Europe que vous décrivez, cette institution supranationale qui n'est pas une arène de combat entre États, mais qui est un lieu de coordination, est-ce que ça n'est pas précisément l'Europe communautaire où la Commission propose et le Conseil des ministres dispose, qui est justement peut-être depuis Maastricht en voie de se faire cannibaliser par une Europe du Conseil européen où les États se retrouvent comme dans un G20 dans une arène? On va prendre plusieurs questions, comme ça après on pourra faire un petit tour de table sur les questions. Bonjour, je souhaiterais faire le lien avec la table ronde précédente sur les ressources. Isabelle Kocher parlait de développement économique et elle parlait d'économie circulaire comme un axe de développement, surtout avec de la production locale, donc en parlant d'énergie, production et distribution locale. Et j'aimerais y rajouter tout ce qui est à la fois l'économie circulaire, mais sociale et solidaire, comme un moyen de développement. En quoi les institutions doivent s'adapter pour encourager ces développements-là, puisque c'est ce que les jeunes souhaitent, avoir un sens. Et notamment, on peut parler peut-être des maires de France ou des banques, en quoi ils peuvent contribuer pour encourager ces productions et ces distributions locales, et les banques peut-être pour encourager l'impact investing qui permet à ces entités de se développer. Alors, très bien. Je propose de commencer peut-être par François Barouin, puis Enrique Underline, et peut-être Lorenzo Binismaghi ou Calypso Nicolaïdis. Voilà. Si on peut faire brièvement, parce que c'est vrai qu'on arrive à la fin.
Brièvement, sur l'économie circulaire sociale et solidaire, c'est quelque chose que, alors là c'est le président des maires de France qui s'exprime, les collectivités locales appréhendent pleinement et entièrement et depuis de nombreuses années. On a été, je pense, aux avant-postes d'une politique d'amélioration de l'environnement au quotidien, parce que, étant, comme vous le disiez, au fond, au contact quotidien avec les besoins des administrés, qui sont aussi des usagers de services publics, qui sont également des contribuables, ils ont exprimé depuis de très nombreuses années, bien avant tous les autres, ce besoin de protection de l'environnement. On l'a vu sur le tri sélectif, on l'a vu sur l'évolution des transports en commun en site propre, que ce soit des tramways, que ce soit des bus électriques, ce genre de choses. On l'a vu sur les premières études, il y a 10 ou 12 ans, de captation par infrarouge de l'évaporation des zones de chaleur dans les bâtiments collectifs qui dataient des années 60-70. Donc les premiers investissements ont été effectués avec cela. Ensuite, des filières industrielles, économiques, bâtiments, travaux publics se sont développés. Le chanvre du développement à travers de la fibre végétale, et donc c'est de la production industrielle alimentaire ou de la production industrielle à des fins non alimentaires. Aujourd'hui, ça sert toutes les politiques du coin de la rue que nous portons dans cette dimension. Sur la partie économie circulaire, je pense qu'Isabelle Kocher a pas pleinement raison. Elle est à la tête d'Engie, qui est aux avant-postes de ce qu'on appelle les Smart Cities, et qui ont développé toute la mise en œuvre opérationnelle de l'utilisation du numérique. Voilà une vraie transformation d'institution. Une collectivité, une commune, aujourd'hui s'approprie les applications qui sont à la disposition de chacun d'entre nous pour en faire un projet à la fois pour optimiser le coût global pour la collectivité de la gestion des feux de circulation, de la gestion des réseaux d'assainissement, de la gestion des réseaux d'eau, de l'éclairage public. Tout ça, c'est un élément d'une application en interne. Et puis, il y a tout le développement des services publics qui, en externe, de plus en plus, vont vers aussi l'utilisation de l'application. Alors, on peut se poser une question peut-être très simple, c'est au fond, derrière, est-ce que ça aura des conséquences sur l'emploi? Est-ce que cette nouvelle technologie au service de la modernisation des institutions, pour rester dans notre sujet, aura des conséquences sociales? Certainement oui, en négatif dans un premier temps, en positif dans un deuxième temps. La deuxième question, qui était un peu le fil rouge sur, en quelque sorte, ce qui a été évoqué sur la démocratie préventive ou ce qu'a dit le président Jayanak pour ce qui concerne le millefeuille ou autre, je pense que quand on parle des institutions qui doivent se transformer sous les coups de boutoir de ces populismes, on parle, il ne faut jamais s'éloigner de ça, du fait démocratique dans les sociétés modernes. C'est la démocratie qui est en cause. C'est-à-dire c'est la capacité pour le peuple à la fin de dire je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Donc c'est bien au-delà de toute considération, car c'est une certaine idée de la liberté. C'est ce qui sépare les sociétés avancées des sociétés barbares. C'est le fait que la liberté est la règle, mais il n'y a pas de liberté sans règle, donc on fixe un cadre d'état de droit. Et c'est le fait que le partenariat européen est indispensable, puisqu'il ne faut jamais oublier les raisons pour lesquelles on a fait l'Europe, c'est pour éviter de se faire la guerre, pour construire la paix. Donc si on s'éloigne de quelques idées simples et de principes fondateurs, alors on risque de se tromper de changement. Mais si on reste fixe sur ces objectifs initiaux, alors je pense qu'on peut s'adapter sans craindre le changement, en essayant d'aller à son rythme le plus vite possible, parce que ces demandes sont fortes. Le numérique, la technologie permet d'avoir des changements en profondeur, y compris des institutions. Le processus démocratique, la lenteur du processus démocratique ne permet pas toujours d'aller aussi vite. Juste un exemple, on avait assisté, ce sera mon mot de conclusion, à un sommet très fort qui était sous la présidence française du G20 avec Nicolas Sarkozy, et à l'époque c'était Obama. Obama, je ne vous fais pas le détail, il était grand mec, super beau, un vrai charisme, enfin pour ceux qui sont intéressés par le personnage, c'est vrai, tout ce qu'on a dit sur lui pendant de nombreuses années, il a une super gueule. Mais il y a un truc qu'il ne comprenait pas, c'était le fonctionnement européen. Et il dit, mais quand même, vous prenez un temps fou pour mettre en place des dispositifs pour sauver les banques, pour sauver votre monnaie, pour sauver les économies des gens, pour relancer, pour débloquer le système interbancaire. Et Sarkozy, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il avait des réflexes, et il dit à Obama, écoute, tu nous emmerdes parce qu'on a 27 parlements, toi t'en as un et t'arrives pas à avoir un accord sur ton mur budgétaire. Donc écoute, chacun a son métier, les vaches seront bien gardées. Voilà aussi la nécessité de se parler beaucoup pour mieux se comprendre, y compris sur le fait démocratique. Henrik Anderlein. Oui, la question c'était sur le rôle de la Commission et cette approche en Union européenne. Est-ce qu'on va vers une Europe plus communautaire ou plutôt une Europe intergouvernementale? Je ne suis pas un grand adepte de cette opposition-là. Pourquoi? Parce que je crois que pendant la crise, on a vu que cette opposition était dangereuse. D'un côté, il y avait les méchants intergouvernementalistes qui ne regardaient que le fric national, et de l'autre côté, il y avait les bons Européens qui voulaient que tout soit réglé au niveau européen. En vérité, il faut vraiment le mélange des deux. Et si dans ce papier des 14 économistes, on préconise
de transformer le MES, le mécanisme de stabilité européen, en Fonds monétaire européen, mais en préservant le cadre institutionnel actuel, c'est parce qu'il faut avoir un élément intergouvernemental quand on parle de sommes de ce type-là. Quand on parle de 700 milliards d'euros, je crois que c'est juste pas pensable de donner tous les droits à la Commission européenne et de faire comme si les parlements nationaux n'existaient pas. J'ai écrit un papier sur le ministre des Finances européen dans lequel j'adopte une architecture mixte, non pas uniquement un contrôle par le Parlement européen, parce qu'il ne serait pas légitime au niveau national, mais une chambre mixte, un comité mixte entre parlementaires européens et 2/3 de parlementaires nationaux. Je vous signale que ce papier a été publié avant le papier Piketty dans la dernière campagne électorale. Calypso Nicolaïdis. Et moi je Pardon, je donne avant la fin. Oui, une femme d'abord. Une femme d'abord. La seule femme. Avec Anaïs. Oui. Je voulais dire à quel point je suis d'accord avec Henrik en partant de ce que nous a dit François. Parce que, est-ce que c'est pas extraordinaire qu'en Europe, les villes, les communes, les métropoles, qui sont vraiment les centres de décision, les centres de démocratie, qui ont 70% de la population, finalement, se connectent entre elles, mais ne font pas partie de la gouvernance européenne. C'est bizarre quand même, c'est étrange. Ça devrait être la nouvelle frontière de la gouvernance européenne. L'incorporation des villes, et on va créer une petite association, François et moi, pour pousser ça. Mais pour nous amener à ce constat, et d'ailleurs, notez qu'à la COP21, qui est site important pour la France, finalement, les villes et les régions ont fait plus d'engagement que les États pour réduire les émissions de carbone. Mais ça nous amène à quoi? En fait, à dire un peu ce que Henrik vient de dire, mais de façon un peu différente. C'est de dire qu'en France, on est bien jacobin et centralisateur, et on pense l'intégration de façon verticale. Or, ce qu'il nous faut, c'est des institutions qui organisent l'intégration horizontale, qui organisent des réseaux de collaboration, et que ce soit les États ou que ce soit la Commission, il y a des espaces où ça peut se faire, il y a des agents, des acteurs qui aident. Ça peut être aussi le Parlement européen, les parlements nationaux. Mais ne soyons pas obsédés par la création d'organisations centrales, d'institutions centralisées. Et ça ne se traduit pas par les acteurs, ça se traduit par un état d'esprit, ça se traduit par certaines règles, ça se traduit par la mise en exergue, plutôt que de l'harmonisation dont nous parlait Jean-Marc. Peut-être parfois, Jean-Marc, vous avez raison, il faut créer de l'harmonisation, mais créons plus de reconnaissance mutuelle entre les règles, qui créent aussi de la conscience, mais aussi de l'espionnage mutuel, hein, parce que si je dois reconnaître vos règles financières ou judiciaires, eh ben, il faut que je sache comment vous faites chez vous. Donc ce n'est pas évident, la reconnaissance mutuelle. Mais ce qu'il faut aussi, effectivement, dans un tel schéma, c'est effectivement de dire, eh bien voilà, d'accord les populistes, vous voulez plus d'autonomie, vous voulez que vos États puissent décider, vos régions puissent décider. D'accord, ok, on vous le donne, on comprend. Mais alors, il y a une condition. Et la condition, c'est, en jargon économiste, ce serait pour Henrik et pour tout le monde ici, il faut que vous internalisez les externalités, comme on dit chez les économistes. C'est-à-dire qu'en fait, ok, vous n'allez pas déléguer votre souveraineté, mais vous allez l'exercer très différemment, de façon ouverte aux autres, tenant en compte les coûts de vos propres actions sur les autres. Et c'est très vrai en migration, c'est vrai sur les finances. Et Lorenzo, c'est presque une question pour Lorenzo. Finalement, est-ce que, quand il s'agit de la façon dont l'Union européenne a réglementé les banques, est-ce que vous préférez des règles qui viennent du centre de bas en haut et qui seront imposées par un ministre des Finances, ou est-ce que vous proposez de pouvoir réformer les institutions locales et coordonnées pour qu'elles tiennent compte des externalités qu'elles produisent? C'est une vraie question pour l'Italie, en fait, que je pose aujourd'hui, parce qu'elle va se poser de façon très, très forte. La réponse de Lorenzo Binismaghi, après... Non, moi je voulais... C'est un peu tard, mais il n'y a pas de débat sans désaccord. Et moi, je veux être en total désaccord avec Heinrich. Et sur la question des externalités, je ne crois pas que les institutions locales peuvent prendre en compte les externalités. Seulement les institutions
centrales peuvent le faire de façon efficiente et transparente. Elles peuvent les aider. Je doute que quand on a comme contrepartie les citoyens d'un seul pays, ces citoyens peuvent prendre ces externalités en considération, en compte. Et je suis surpris que vous soyez d'accord, Calypso, avec Henrik. Parce que le drame et le problème de la Grèce, et d'expliquer l'Europe en Grèce, c'est que les décisions sur la Grèce sont prises par le Bundestag. Et ça, ce n'est pas acceptable démocratiquement, parce que nous avons un système intergouvernemental qui, en fait, donne le droit de veto à tout le monde, et en particulier au pays le plus grand. Et l'Europe ne va jamais progresser tant qu'il y aura ce problème qui est facilement identifiable du point de vue politique. On ne pourra pas construire une Europe où le Bundestag a le veto. Je suis navré, Henrik. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. On doit, et d'ailleurs, le Bundestag n'a pas le droit de veto quand on va donner une assistance financière à l'Argentine. Et pourtant, l'Allemagne est membre du Fonds monétaire international. Je suis d'accord qu'on parle de différentes... C'est 50 milliards pour l'Argentine. Pour la Grèce, c'était 300 milliards. Mais quand même, la Banque centrale européenne a décidé un plan d'intervention monétaire pour beaucoup plus que 700 milliards. À la majorité, je pense qu'on en voit les bénéfices, contre le vote de certains, mais c'est la démocratie. Et je pense que, comme disait François Baroin, on a vu quelles étaient les institutions efficientes et efficaces durant la crise. C'était la Banque centrale européenne. Et je pense que le problème de l'Europe, c'est qu'on voit quand ça ne marche pas seulement dans les crises. Et on s'aperçoit que le pouvoir national ne marche pas seulement dans la crise. Donc on a besoin d'une crise pour s'apercevoir qu'on doit construire plus d'Europe. On a eu la crise de 1992 et la crise du SME pour construire l'union monétaire. On a eu la crise de 2011-2012 pour faire l'union bancaire. Malheureusement, on aura besoin d'une autre crise pour comprendre qu'on doit avoir un système de solidarité européenne, pas avec aucun droit de veto, j'ai dit pour le Bundestag de façon provocatoire pour Henrik, mais pour l'Assemblée nationale ou pour en fait le Parlement de Malte ou de Luxembourg. C'est inacceptable de construire l'Europe comme ça ne marchera pas. Il faut trouver un système, je crois, communautaire. Ce n'est pas facile parce que nous vivons dans des démocraties qui sont locales. Power is local, et c'est une réalité qui, même aux États-Unis, je crois, crée des problèmes pour l'administration fédérale. Mais il faut, je crois, nous, comme visionnaires, et en particulier les académiques, je crois, pousser les hommes politiques à essayer de voir plus long terme. Et le plus long terme, c'est plus d'Europe communautaire, pas plus d'Europe intergouvernementale. Plus de parlements nationaux qui s'écoutent les uns les autres. Oh, oui, mais qui s'écoutent, mais à la fin, ils ne vont jamais décider. Si vous êtes élu, vous savez, c'est comme America First. Un député français sera élu pour France First, hein, la France d'abord. L'allemand sera élu pour Deutschland über alles. Et l'italien, Salvini dit les Italiens d'abord. Si on n'a pas un Parlement européen plus fort, on dira l'Europe d'abord, ça ne passera pas, à mon avis. Alors, on a fini malheureusement le temps, et donc on va demander à André Kartapanis de conclure en une minute voilà, le panel. C'est un peu effrayant de synthétiser en une minute ou deux ce qui a été dit. Je crois qu'on a eu un débat très riche. Si on se livre dans un premier temps à une simple énonciation à l'après-vert des thèmes qui ont été repris, le populisme, les rapports entre la Banque centrale européenne et puis la crise de la zone euro, les excès d'épargne, les chocs technologiques, la concentration bancaire, le risque de fragmentation, le multilatéralisme et la gouvernance mondiale. Bon, comment synthétiser tout ça? Deux remarques simplement. Premièrement, il y a là la démonstration du fait que les marchés ne se suffisent pas à eux-mêmes et que la fonction première des marchés, qui est d'assurer la coordination d'actions décentralisées, ne peut pas être assurée
sans que des institutions les encadrent, sans que des institutions finalement donnent du temps aux ajustements et donc y contribuent, n'y parviennent pas de façon naturelle. Mais ces institutions, on vient de le constater, ont une connotation, une dimension politique beaucoup plus importante que les ajustements de marché. Et donc on a en quelque sorte un déplacement des agents économiques vers les peuples. Et donc vers les conditions dans lesquelles ces peuples peuvent s'exprimer. Et par rapport à tous les objets qui ont été évoqués, aujourd'hui les peuples sont réticents. Ils manquent de confiance. Ils ont un sentiment d'absence d'équité. Et Henrik a eu, à juste titre, en tête la référence à Dani Rodrik et à son fameux paradoxe. Tu as choisi l'une des réponses proposées à partir de ce paradoxe, c'est pas celle de Dani Rodrik. Rodrik nous dit qu'il faut revenir en arrière par rapport à la globalisation, parce que se maintiennent des sentiments d'appartenance à des États-nations qui ne sont pas aujourd'hui de nature à pouvoir, de façon légitime, transférer beaucoup plus de compétences. Et d'ailleurs, tu as cité à juste titre le cas européen, mais jamais on n'a eu un tel euroscepticisme vis-à-vis de ce que sont les institutions européennes. Et donc il me semble que faire le pari d'une extension des compétences aujourd'hui est un pari qui est quand même relativement aléatoire. Alors ça veut dire quoi au total? Et je conclurai là-dessus. Il est une institution qui souvent est mise en avant par les théoriciens de ces questions, notamment par North. C'est les institutions informelles, et en particulier la confiance. Et en particulier, plus spécifiquement, la confiance placée dans les élites du public comme dans les élites du privé. Et s'il y a ce retour au populisme, ce manque de confiance dans nombre de réformes ou d'institutions, c'est parce que cette confiance, il convient de la reconquérir. Regardons sur un plan très trivial l'attitude des peuples par rapport à des questions de santé, par exemple la question des vaccins, ou bien la question du réchauffement climatique. C'est effrayant de constater que nous avons perdu la confiance sur des choses aussi évidentes de la part des peuples. Et donc, s'il y a une conclusion, c'est qu'il y a d'abord une exigence avant de pouvoir, soit à l'échelle transnationale, et je suis très sensible à ce qui a été dit, évidemment, sur des institutions pluralistes à géométrie variable, mais d'abord, il faut reconquérir la confiance des peuples, qui s'est beaucoup éloignée, finalement, des élus. Merci. Merci à nos intervenants, merci à vous, bonne continuation.